Aucune question? Est-ce que tout le monde entend? À Douala, Yaoundé? D'accord. D'accord. Il n'y a pas de question? Il n'y a aucune question? S'il y a des questions. Oui, je vous écoute. C'est au niveau du TD. TD. Chapitre 1 et 2. Hey, jusqu'au chapitre 1, la mère. Merde. Ça, mais tu nous amènes encore très loin là. Chapitre 1. Monsieur. Hey. Bon, attends, alors je cherche. Ok, chapitre 1. Attends, merde, la mère, si elle nous amène encore loin, loin derrière. Bon, ok. TD chapitre 1. Ok. Attends, alors on ouvre. Quel TD? Le deuxième TD, monsieur. Le deuxième TD du chapitre 1. Ok, allons-y. Deuxième TD du chapitre 1. Alors, allons-y. Deuxième TD du chapitre 1. Alors, deuxième TD du chapitre 1. Alors, deuxième TD du chapitre 1. Deuxième TD du chapitre 1. Voilà, voici le premier TD du chapitre 1. Est-ce que nous sommes d'accord? Toi, tu demandes plutôt le deuxième. Ok. Donc, cela veut donc dire que normalement, le deuxième TD du chapitre 1, c'est celui-ci. C'est celui-ci. C'est ça? Non, monsieur. Hein? Non, monsieur. C'est lequel alors? Donc, tu as dit deuxième TD du chapitre 1. Ça, c'est ça le deuxième TD du chapitre 1. C'est lequel alors? On descend encore? Oui, monsieur. Bon, ok, on descend. Ok, on descend. C'est celui-ci? Non, monsieur. Ah, mais c'est alors quel TD alors finalement? C'est celui-ci? Oui, monsieur. Hein? Oui, monsieur. Oui, d'accord, ok. Alors la question c'est quoi? Au niveau du calcul des caractéristiques généralisées. Caractéristiques du? Caractéristiques généralisées. Caractéristiques généralisées, oui, absolument, oui. Caractéristiques généralisées, oui. Au niveau du calcul de KG. KG, ok, d'accord. KG, oui. KG, c'est ça là, oui. Monsieur, vous avez dit que N, c'est la force axiale de la charge. Absolument, oui, oui. Vous avez dit que N égale à mg. Absolument, oui. Voilà. Et après, vous avez dit que avec M égale à M bar fois L. Avec Grand M égale à M bar fois L. oui. N c'est égal à mg, oui, parce que c'est le poids propre, non? Oui. Et puis j'ai dit encore que quoi? Vous avez dit en bas avec grand M. Attends. Donc ça doit être sur le chapitre suivant. Alors, donc c'est 2.1. Ok, d'accord. Alors, 2.1. Oui. Ensuite, j'ai dit que quoi? Bon, ensuite, j'ai dit que quoi? Oui. Vous avez dit M bar égale à M grand M bar fois L. Monsieur. Là. Oui, c'est ça. M est égal à petit M bar L, oui. Mais ça faut juste encore que M égale à 2 fois M bar fois LG. C'est pas tout. Mais bien sûr, non, madame. Grand M, c'est M bar fois L, non? Monsieur. Oui. Je ne comprends pas la question. Parce que une masse, c'est une masse linéique fois une distance, non? Oui, monsieur. Mais là, je ne sais pas le 2. Il y a 2 à côté, monsieur. Je ne sais pas le plus. Quoi vous dites? Vous avez dit M égale à 2 fois M bar machin. C'est le 2 ou bien c'est le M bar L que tu ne comprends pas? Le 2 que je ne comprends pas, monsieur. Ah, ok. Attends, regarde ici. Regarde ici. Regarde ici. Regarde ici. Regarde ici.
Alors, est-ce que tu es d'accord comme quoi un N en réalité ici, regarde ici. Regarde ici. Voilà. Voilà, regarde ici. Ici, est-ce que tu es d'accord avec moi que cette masse-ci, si je considère ce poteau-ci, alors cette masse-ci agit axialement sur ce poteau. Est-ce que ça, tu es d'accord? Oui, monsieur. Bien. Bon, maintenant, est-ce que tu es d'accord comme quoi? Si j'ai une masse linéique, la masse est égale à la masse linéique fois la longueur. Oui, monsieur. Bon, voilà. Alors, donc cela veut donc dire qu'en fait, ici, j'ai d'abord une masse concentrée. Hein? Oui, monsieur. Et maintenant, alors, plus une masse linéique sur la longueur L. Et la masse, cette masse linéique-là, c'est M bar. Oui, monsieur. J'ai donc bien, ici, pour cette colonne-ci, j'ai d'abord une masse concentrée, plus une masse linéique. La masse linéique, pour convertir la masse linéique en masse, il faut multiplier par la longueur. Ça veut donc dire que pour ce poteau-ci, ce qui agit axialement, c'est ce grand M-ci, plus la masse ici, qui est encore égale à M bar fois L, non? Monsieur. Alors, je ne comprends pas. C'est ça que tu n'as pas compris. Est-ce que maintenant tu as compris? Oui, monsieur. Hein? C'est le G. Mais une force est égale à M fois G, non? À la masse fois G, non? G, c'est une accélération. Même si c'est pour le 2, voici le 2, non? Voici le 2. Il y a d'abord ceci, ensuite l'autre. Monsieur, j'ai compris. Hein? Supposons même que ce soit le 2. Voici les deux, là, c'est la somme-ci. Parce qu'il y a d'abord grand M et maintenant une masse linéique qui se répartit sur tout L. Quand je fais M plus M bar fois L, ça fait donc 2 fois M bar GL. Monsieur. N, voilà, c'est peut-être ça qu'elle ne comprend pas. Est-ce que tu as bien compris que N, c'est une force? Et par définition, une force, c'est égal à une masse fois une accélération. Est-ce que tu comprends que G, c'est une accélération? Oui, monsieur. Je ne sais pas, est-ce que j'ai répondu à ta question? Parce que pour être franc avec toi, je n'ai pas compris. Parce que je ne comprends pas comment tu peux me poser la question de savoir comment M est égal à MG. Une force, c'est égal à une masse fois une accélération. Et une masse est égale à une masse linéaire fois une longueur. Bah, je ne sais pas, qu'est-ce que... Est-ce qu'on est d'accord là? Oui, d'accord, monsieur. Bon, est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce qu'il y a une autre question? Bon. S'il n'y a pas une autre question, on va donc passer à la séance d'aujourd'hui. À Yaoundé, vous étiez à Yaoundé ou à Douala? Voilà, monsieur. Bon, Yaoundé n'a pas de questions? Yaoundé, ils sont même là? Yaoundé? Il n'y a pas de questions à Yaoundé? Bon, il n'y a pas de questions. Alors, ici à Bamaté, il n'y a pas de questions? Pas encore, ok. Donc, on passe à la session d'aujourd'hui. Alors, je suis toujours en train de résoudre le problème du portique là. D'accord? Je suis toujours en train de résoudre ce problème de portique. Allô? Oui? Yaoundé a une réaction là. Oui? Oui? Docteur, on a besoin de vous ici. On ne comprend pas. Moi, je ne me déplace pas. Il faut que ce soit bien clair. Donc, si vous avez des questions, vous les posez. Hein? Vous avez promis la dernière fois d'envoyer quelqu'un pour faire les télé sur place. Ah oui, si c'est pour les TD, il n'y a pas de problème. Je peux vous envoyer même une cinquantaine de TD. Ça, il n'y a pas de problème. Vous avez promis d'envoyer une personne ici pour nous faire les télé. Mais les TD ne seront pas corrigés. Je vous envoie les TD non corrigés. Monsieur, vous avez promis d'envoyer quelqu'un. Même 50 TD, je vous envoie ça même ce soir. Voilà, mais ce ne sera pas des TD corrigés. De toutes les façons, que je vous dise bien, que je sois bien clair.
Les TD que je vous ai fait, si vous comprenez déjà, vous regrettez ce qu'on a fait. C'est pour ce cours. Il faut que ce soit bien clair. Les TD que je vous ai fait faire et ce que je continue à vous faire faire là, c'est suffisant pour l'objectif qu'on doit viser pour le cours de vibration à votre niveau. Maintenant, je vous ai dit, vous pouvez faire d'autres recherches personnelles. En votre TD que vous prenez sur le net, partout, comme vous voulez. Mais pour ce qui est, pour ce cours, pour les objectifs fixés, les TD que je vous ai faits sont largement suffisants, mais alors très largement suffisants. Voilà. Donc, au lieu de chercher d'autres TD, cherchez plutôt à comprendre ce qu'on a fait en classe. C'est ça. Pour être plus clair. Cherchez plutôt à comprendre ce qu'on a fait en classe. Si vous reprenez ce qu'on a fait en classe, est-ce que vous reprenez vous-même, vous allez voir vous-même que, même en cherchant d'autres TD, vous allez mieux comprendre. Voilà. Donc, il ne faut pas laisser ce qu'on a fait là, vous dire que bon, on cherche d'autres TD, on cherche d'autres TD, alors que vous n'avez pas cherché à comprendre ce qu'on a fait en classe. D'accord, mais si ce n'est que les TD, je peux vous en fournir, je vous assure. Mais je vous dis, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt. Parce qu'un cours a des objectifs. Un cours a des objectifs. Donc maintenant, je donne les TD en fonction des objectifs qu'on vise pour le cours. On ne donne pas les TD pour le plaisir de les donner. Est-ce que vous comprenez bien cela? Vous n'avez pas compris. D'accord. Donc, je me répète peut-être, mais reprenez les TD que nous avons fait à partir du premier TD qu'on a fait en classe, du premier chapitre. Là. Vous prenez tous les TD, vous les refaites. Voilà. Et si vous tous ces TD, ça veut donc dire que les objectifs pour moi sont atteints pour ceux. Bien. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais donc passer au cours d'aujourd'hui. Donc, nous sommes toujours en train de résoudre ce système-là. Alors, 2 points, je crois que on est ici, oui. Voilà, on est toujours en train de résoudre ce TD-là. Ce qu'on est en train de faire depuis la séance, c'est tous les TD, non? C'est même des problèmes, ce ne sont pas des TD, ce sont des problèmes. Ce sont des problèmes que nous sommes en train de résoudre. Bien. Alors, donc, voilà, nous sommes en train donc de résoudre ce portique. Voilà, voilà. Donc, nous avons déjà résolu 2 ou 3 questions. Évidemment, même dans ce problème-ci, je ne prends que les questions qu'on peut résoudre. Parce que je n'ai pas... il y a d'autres questions ici que nous n'avons pas résolues dans le cours, donc que nous n'avons pas abordées dans le cours. Là, évidemment, je n'aborde pas ça. Bien, nous avons donc pris ce portique et nous avons fait 2 modélisations. Et nous avons trouvé donc les fréquences propres pour les 2 modélisations. Donc là, maintenant, je crois qu'on est à la 3e question. Ça, c'est analyser les résultats expérimentaux. Alors, on dit qu'on a mesuré expérimentalement la fonction de transfert de la structure étudiée, excitation et mesure de la réponse sur le mobile M dans la direction Y. Le diagramme de Bode de cette fonction est fourni en annexe figure 3. Donc, tout le monde part en annexe figure 3. On regarde le diagramme de Bode. Voilà. Voilà le diagramme de Bode. Ça, c'est le diagramme pour donc quantification dynamique. D'accord? C'est-à-dire la réponse, d'accord, sur la cause, en fait. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous demande de faire avec ces résultats expérimentaux? On nous demande, premièrement, calculer la valeur de l'amplitude Y1, de Y1 pour un effort de 1 Newton dans les 2 cas suivants, en statique et en dynamique à la résonance. En utilisant la première modélisation, préciser quelle est la ou les sections droites des lames qui sont les plus sollicitées et calculer alors la contrainte normale maximum lorsque la structure est excitée à la résonance. Sachant que pour les aciers courants, la limite élastique peut varier de 250 à 350 newtons par millimètre carré, que peut-on conclure? Bien. Donc, on prend d'abord la question 3.1. On dit
de calculer l'amplitude de la réponse, ok, pour une entrée de 1 newton en statique et en dynamique à la résonance. Ok, on va donc à la figure 3. Alors, voici le diagramme de Bode concerné. Où est la statique sur ce diagramme de Bode? Où est la statique sur ce diagramme de Bode? D'accord? Tout le monde comprend que la statique correspond à une fréquence nulle. Une fréquence d'excitation nulle. C'est ça la statique. Et voici la résonance. Tout le monde comprend ça. Donc, voici la fréquence qui correspond à la résonance. Voici la fréquence qui correspond à la statique. Voici le niveau sonore qui correspond à la résonance. Voici le niveau sonore qui correspond à la statique. Maintenant, il faut convertir donc ces niveaux sonores en déplacement. Puisque le diagramme de Bode est libellé en décibels, en dB. D'accord? Bien. Alors, regardez comment on regarde, on a déjà fait un exemple en classe. Ça, c'est seulement un deuxième exemple que nous sommes en train de faire. On dit que ici, une division correspond à combien de dB? Une division correspond à 10 dB. Et on dit que le niveau sonore maximal est égal à moins 55 dB. Ça veut donc dire que cette graduation-ci correspond à moins 55 dB. Ensuite, maintenant, on retranche 10. On retranche 10. On retranche 10. On retranche 10. Ainsi de suite. En termes de fréquence, ici, on lit quelle fréquence ici? 240 Hz. Donc cela veut donc dire que ici, là, il y a combien de divisions? Tout le monde compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 divisions. Si 10 divisions correspondent à 240 Hz, une division correspond à combien? 10 divisions correspondent à combien? À 24 Hz. Bien entendu. Une division correspond à 24 Hz. Absolument. Bien. Donc, cela veut donc dire que si je vous demande à quelle fréquence il y a eu résonance, vous allez me dire que c'est à quelle fréquence? 24 fois, à peu près 3, c'est combien? 72. Donc, ça veut donc dire qu'on est à peu près à combien? 70, 71, 69, quelque chose comme ça. Et pour un système, quelle est la fréquence pour laquelle le système entre en résonance? Pour un système, quelle est la fréquence pour laquelle le système entre en résonance? La question s'adresse à tout le monde là-bas et à Douala et à Yaoundé. Pour un système, quelle est la fréquence pour laquelle le système va rentrer en résonance? Vous réfléchissez pour répondre à cette question. Avec tout le cours qu'on a fait, vous allez me parler de TD. Si tu n'arrives pas à répondre à cette question-là, qu'est-ce que tu vas aller faire dans le TD? C'est ça le problème. Ça, c'est quelque chose d'élémentaire. On a appris que la résonance correspond à quoi? Quand est-ce qu'il y a résonance? Quand la fréquence d'excitation coïncide avec la fréquence propre du système. Donc ça veut donc dire que s'il y a résonance à cette fréquence-ci, cette fréquence représente quoi? Mais évidemment la fréquence propre du système. C'est ça qu'il faut répondre. D'accord? Et alors, on peut aller voir, si on veut faire les commentaires des deux autres questions qu'on a résolues dernièrement. Alors, regardez ici. Pour la première modélisation, on a trouvé quelle fréquence? 71 tierces. Et nous, on est en train de parler de combien là-bas? On est en train de parler de 70, 69, puisqu'on est en train de lire expérimentalement. Avec la deuxième modélisation, on a obtenu combien? Avec la deuxième modélisation, là, on a tenu compte des masses. On a obtenu combien? Ou bien,
Vous croyez que globalement, c'est l'ordre de grandeur. Bien, maintenant, nous revenons donc à notre question et nous, on nous demande donc de trouver le déplacement qui correspond à la statique et puis à la résonance. C'est ça qu'on a posé comme question. D'accord? Voilà. Donc, calculer l'amplitude. Bon, là, c'est simple. Bon, là, maintenant, il suffit de convertir les décibels en millimètres, c'est tout. Bon, ça, ce n'est pas compliqué. Bon, une fois que nous avons déjà fait ces commentaires, là, on va donc dire que, ici, voilà. D'abord, on va commencer commençons d'abord par la résonance. Commençons d'abord par la résonance. Alors, à la résonance, nous avons quoi? À la résonance, nous avons, alors regardez bien, à la résonance, nous avons quoi? À la résonance, nous avons le niveau sonore qui est égal à quoi? À la résonance, nous avons le niveau sonore qui est égal à moins 55 décibels. Voilà. Donc, vous trouvez le déplacement correspondant. Qu'est-ce que je fais? Je fais donc H 20 fois, parce que par définition, le décibel, c'est 20 fois le logarithme népérien de la valeur. OK? Donc, ici, je prends tout simplement. 20 fois logarithme népérien, voilà, d'accord, de H. Donc ici, ils ont mis 68, c'est-à-dire la fréquence 68 Hz. C'est ça, non? Est égal à moins 55 décibels. Ça veut donc dire que H de 68 est égal à quoi? C'est égal à 10 exposant moins 55 sur 20. Et donc, on trouve que pour 1 newton d'entrée, le déplacement est égal à 1,810-3 mètres. Est-ce que tout le monde a compris ça? Bon, vous pouvez faire le calcul, il n'y a pas de problème. Hein? Si vous avez la calculette, vous faites le calcul. Hein? Vous calculez donc H de 68 est égal à 10 exposant moins 55 sur 20. Voilà, et vous allez donc trouver ceci. Monsieur. Oui. Expliquez encore bien la conversion là. Hein? S'il vous plaît, expliquez encore bien la conversion là. La conversion. La quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Ah, la conversion. Ok. Alors, voici. C'est ça la définition du décibel. Le décibel, c'est 20 logarithmes népériens de la valeur absolue de ce qu'on cherche, de la grandeur qu'on cherche. Donc, la grandeur que nous cherchons ici, c'est donc H, c'est-à-dire le déplacement correspondant à 68 Hz. Absolument. Donc, si ceci est égal à ça, ça veut donc dire que le logarithme de H68 est égal à moins 55 sur 20. Or, ça, c'est un logarithme décimal. Ce n'est pas un logarithme népérien. C'est un logarithme décimal. Ça veut donc dire que H de 68 est égal à 10 exposant moins 55 sur 20. D'accord? Vous trouvez ça? Oui, allez-y. Vous avez trouvé ça? Quelqu'un l'a fait? Vous avez fait des calculettes? Alors, quelqu'un a retrouvé ça ici. Quelqu'un a retrouvé ça à Douala et Yaoundé? Oui, on a retrouvé. D'accord. Maintenant, on passe en statique. En statique, la fréquence, c'est évidemment 0. Et donc, maintenant, il faut trouver le niveau sonore qui correspond à la statique. Alors là, on revient sur le diagramme de Bode. Regardez ici, sur le diagramme de Bode. Alors, si ici, nous sommes à moins 55 décibels et qu'une division correspond à 10 décibels, ici, on sera à combien? Si ici, on est à moins 55 et qu'une division correspond à 10 décibels, ici, on sera à combien? Mais non, comment ça, moins 45? Tu comptes les nombres négatifs comment? On sera à moins 65. Ici, moins 75. Là, ici, là, ici. On est en train de graduer en
en montant. Et comme ce sont des nombres négatifs, si ici j'ai moins 55, là j'aurai moins 65, moins 75, moins 85, moins 95, moins 105, moins 115. Donc ça veut dire que le niveau sonore qui correspond à la statique, c'est-à-dire à une fréquence d'excitation de 0, vaut bien moins 115 décibels. Donc, je convertis maintenant ce niveau sonore en déplacement. Le voici. Je convertis le niveau sonore en déplacement. Donc, cela veut donc dire que 20 logarithmes de la valeur de la grandeur que je cherche est égal à moins 115 décibels. Ça veut donc dire que ceci, ça va faire quoi? Ça va faire 10 exposant moins 115 sur 20. Est-ce que quelqu'un fait quoi pour retrouver ceci? Tout le monde retrouve ça? C'est bon? Bien. OK. Maintenant, ce qu'il faut remarquer, c'est que quoi? Quel est le rapport entre le déplacement en statique et le déplacement à la résonance? Le rapport est de combien? Donc, en fait, 1,8 10 moins 3 sur 1,78 10 moins 6. Ça va faire combien? Vous trouvez combien? 1000 fois. Donc ça veut donc dire que le déplacement à la résonance vaut 1000 fois le déplacement statique. Donc ça veut donc dire que l'amplification dynamique est de 1000. On est bien d'accord? Donc c'est ça qui est résumé ici. Alors maintenant, deuxième sous-question de la question 3, qu'est-ce qu'on nous demande? Deuxième sous-question de la question 3, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de... Donc nous avons déjà résolu ça. Nous avons calculé donc Y1 en statique et en dynamique à la résonance. Maintenant, on dit préciser quelles sont les sections où les lames sont les plus sollicitées. Bon, ça, ce n'est pas bien compliqué. Donc, il suffit de regarder dans l'expression du moment fléchissant. Voilà. Donc, on sait donc que, en fait, à partir de la double intégration, nous avons trouvé M max comme RA fois L sur 2. Or, RA lui-même, c'est 12 fois EI sur L3Y1. Donc, ça veut donc dire que je peux venir donc ici remplacer RA par sa valeur pour trouver le moment max. Voilà. Et donc, comme nous sommes en flexion, quelle est la relation entre la contrainte et le moment? Alors, la contrainte et le moment, la contrainte est égale à M fois V sur I, où V est la position de la fibre, où je calcule la contrainte. Ici, comme c'est une section rectangulaire, ça veut donc dire que ce sont les fibres extrêmes qui sont les plus sollicitées, absolument. Voilà, donc cela veut donc dire que V est égal à H sur 2, tout simplement. Voilà, alors donc j'introduis l'expression de ce moment dans l'expression de la contrainte. Donc ça fait ça, voilà. Maintenant, en tenant compte du fait que V est égal à H sur 2, voilà, ça fait ça, et les I s'en vont. Donc ça veut donc dire que sigma max est égal à ceci. Alors, Y1 en statique, c'est ça que nous avons vu ici. Voilà, c'est-à-dire que c'est ça qui a valu donc 1,78 10 moins 6. Et Y1 à la résonance, c'est ça qui vaut 1,8 fois 10 moins 3. Donc, à partir de là, vous calculez les contraintes. Voilà. OK, vous calculez les contraintes. Les newtons par millimètre carré, c'est quoi? C'est des mégapascales. Absolument. Ce sont des mégapascales. Voilà. Et donc, on fait le commentaire pour dire donc que la contrainte est négligeable en statique. Par contre, à la résonance, on est déjà pratiquement à la limite élastique du matériau. Ce qui est déjà quelque chose de délicat.
Alors, est-ce que tout le monde a compris le traitement de cette question? Est-ce qu'il y a des questions à poser? Est-ce que tout le monde a bien compris ça? Alors, à quel niveau vous n'avez pas compris? Vous voulez que je reprenne à quel niveau? Tout le monde a compris l'exploitation du diagramme de Bode? Vous avez compris l'exploitation du diagramme de Bode? Ça sont les résultats expérimentaux. Ce diagramme de Bode là, tout le monde a compris ça? Bon. Évidemment, si vous ne lisez pas les cours, vous ne pouvez pas comprendre. Hein? Si vous ne voyez pas que ça là, c'est une résonance, bon là vraiment, je ne peux pas grand-chose pour vous. Si vous ne voyez pas que la statique est ici, bon, là je ne peux pas grand-chose pour vous. Parce que ça là, ce sont des choses que nous avons vues dans le cours. Ça c'est le cours. D'accord? La résonance correspond au fait que la pulsation, bien la fréquence d'excitation coïncide avec la fréquence propre. Donc, s'il n'y a pas de questions ici, on va donc passer à la deuxième phase de cette leçon. Donc, ça, c'est donc le bâtiment sous séisme. Alors, le bâtiment sous séisme, il est ici. Voilà. Alors. Et regardez ici, je suis à la page 2 sur 7, dans le fichier 3. Bon, mais en scannant le document, la personne qui a scanné a oublié la première page. Donc, la première page de ce problème est dans vibration 7. J'ai mis ça 7.1 ou 7.2. Si vous allez là-bas, vous allez voir ça. Donc, le problème commence ici et ensuite, il se termine là. Enfin, il se pousse là. Tout le monde comprend ça? Donc, ça veut donc dire qu'ici, il faut insérer la page, quand vous allez photocopier votre cours, il faut insérer la page 7.2 là, ici. Il faut insérer la page 7.2 ici, juste avant le 2. Puisque ça, en réalité, c'est 1. Tout le monde comprend ça? D'accord. C'est juste donc une erreur pendant le scanning. Bien. Donc, je vais ici et je prends donc le problème de vibration qu'on a posé en mars 92 à Cachan. En mars 82, ok. Alors, donc, il y a un commentaire après là-bas. C'est Cachan qui vous fait peur? Ah, c'est la date qui vous fait peur. Donc, même Cachan ne vous fait pas peur, c'est surtout la date. Ah, d'accord. C'est pour ça que bon, moi je comprends déjà un peu parce que ça fait 40 ans que je fais ça. Donc, c'est pour ça que je comprends quand même un peu. Voilà, donc ça ce sont les choses que tout le monde faisait en 82. Voilà. Donc il s'agit d'une structure rigide sur sol élastique soumis à un séisme horizontal. Donc, on va donc essayer de voir comment on modélise un problème comme celui-ci, comment on tire les équations du mouvement, comment on détermine les fréquences propres, les pulsations propres, ainsi de suite. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est une structure rigide sur sol élastique soumis à un séisme horizontal. On considère un bâtiment suffisamment rigide pour que l'on puisse admettre que ses déformations sont faibles par comparaison à celles du sol de fondation supposée élastique. Le bâtiment est représenté par une console et le sol par des ressorts qui agissent à la translation et à la rotation. Voici donc ce bâtiment. Voilà le modèle qu'on a retenu. Alors, voici le bâtiment. Alors, le bâtiment lui-même, c'est une console. Alors, on suppose que l'action du sol sur le bâtiment est modélisée par un ressort en rotation et puis un ressort en translation. Donc, cela veut donc dire que ce ressort-ci va s'opposer à la rotation du bâtiment. Et ce ressort va s'opposer à la translation du bâtiment. Donc, si ce ressort est très très rigide, le bâtiment ne va pas bouger en translation. Si celui-ci est trop rigide, le bâtiment ne va pas roter. Voilà.
On dit donc que la base est animée d'un mouvement de translation suivant un axe O0x. O0x. Ensuite, le centre de gravité G de la console se déplace dans le plan O0xy. Voici le centre de gravité qui se déplace dans le plan O0x et Y. Alors, O0y est vertical ascendant, tandis que O0xyz est galiléen. Qu'est-ce que c'est qu'un repère galiléen? C'est quoi un repère galiléen? Douala la Bonita, vous avez fait de la mécanique. Qu'est-ce que c'est qu'un repère galiléen? Vous avez fait des prépas. Vous avez fait des prépas? Vous avez fait de la mécanique? Oui, indirectement. Plus simplement, c'est le repère qui est lié à l'observateur, tout simplement. C'est un repère fixe qui est lié à l'observateur. Absolument. Absolument. D'accord? C'est exactement cela. Donc, ça veut dire, on dit que ici, alors regardez ici, voilà. Donc, ici, on peut avoir donc le repère O0xy. Ça, c'est le repère fixe qui est lié à l'observateur. Par contre, si vous preniez, par exemple, O, alors, comme O est ici, là, et que ce O aussi peut se déplacer, compte tenu de la raideur de notre ressort, ce ne serait plus fixé. Pour ça, donc, il préfère fixer le repère par rapport à un O0. D'accord? Voilà. Alors, donc, ici est galiléen. On désigne par X0, c'est la coordonnée O0O. X0, c'est O0O. Ensuite, XA, c'est O0A. XA, c'est O0A. Ensuite, les déplacements respectifs sont donc X0 et XA sont les déplacements respectifs de la base du mobile et de la base de la console. Le centre de gravité G est situé sur l'axe AY1. Alors, tout le monde regarde ici. Voici AY1. Et voici le centre de gravité G. Voilà. Qui est défini par l'angle entre AY et AY1 est égal à θ. Voilà, le voici. Cet angle-là, entre AY1 et A est défini par θ. OK? Et la distance AG vaut L. Voilà, la distance AG ici vaut L. OK. On appelle M la masse de la console et I son moment d'inertie par rapport à GZ. On rappelle que GZ, c'est l'axe qui complète O0X et Y. Alors, les actions du sol sur la console en A, les actions du sol sur la console en A, c'est-à-dire ici, là, voilà, les actions du sol. Donc, ça dit que si j'isole le bâtiment, je dois donc voir en termes de DCL, le diagramme de corps libre, qu'est-ce que le sol exerce sur le bâtiment comme effort. On dit donc que les actions du sol sont représentées par les forces RT, RV et le couple C. RT, c'est quoi? Et tout le monde voit que c'est pour translation. D'accord? Voilà. Un effet de translation, évidemment, c'est une raideur en translation multipliée par une distance. Ceci est porté par l'axe X. Alors, RV, c'est un R fois Y. Et le couple, évidemment, est porté par Z. Et sa valeur, c'est un KR fois θ. Donc, KR, ici, c'est une raideur en rotation. Okay? Et KT, c'est une raideur en translation. KT et KR sont des raideurs de ressort modélisant le sol. Première question. Calculez les coordonnées XG et YG de G dans O0XY en fonction de XA et θ. Bon. En supposant θ petit, bon, répondons d'abord à ça. Après, on va continuer. Bon. Donc, ceci. Donc, il faut écrire la vectorielle. Alors, donc,
Si je fais donc le modèle comme ceci, voilà, on me demande de trouver les coordonnées du centre de gravité G. Donc j'écris que O0G, c'est O0O plus OA plus AG. Ou bien que c'est O0A plus AG. C'est pareil. Voilà. Donc ça veut donc dire que XG moins X0, YG moins X0 est égal à XA moins X0, YA moins Y0 plus AG. Or, AG, voici AG. Or, si je décompose AG, ça veut donc dire que sur X, c'est cette distance-ci. Mais comme c'est négatif, ça va donc faire moins L fois sinus de θ. Sur Y, c'est L fois sinus de θ. Tout le monde comprend ça? Est-ce que ça c'est compliqué? À partir de là, je dois donc déterminer ici G et YG. À partir d'ici, je vais donc dire que XG moins X0 est égal à XA moins X0 moins L sinus θ. Ici, YG moins Y0 est égal à XYA moins Y0 plus L cosinus θ. Voilà. Alors, si O0 est pris comme l'origine du repère, ça veut donc dire que X0 est égal à 0 et Y0 est égal à 0. Par définition de l'origine du repère. Ça veut donc dire que XG est égal à XA moins L sinus θ et YG est égal à L cosinus θ. Maintenant, si je fais une linéarisation, linéarisation, ça veut dire que quoi? Ça veut donc dire que je considère que θ est petit. Quand θ est petit, je peux confondre θ avec son... ou même sa tangente. C'est ça, non? Alors, quand θ est petit, on peut le confondre avec son sinus et sa tangente. Et quand θ est petit, on peut le confondre avec le cosinus θ, on peut le confondre avec... voilà. Donc, si je tiens compte de ça, j'aurai donc G égal à ça et YG égal à ça. Est-ce que cette première question-là, c'est compliqué? Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce qu'il y a des questions sur cette première question? Donc, il n'y a pas de question. Bon, ok. Alors, si tout le monde a compris ça, on va donc passer à la suite. Alors, la suite, je suis toujours ici, je crois. Bien, donc on a dit, en supposant θ, montrer que les équations du mouvement peuvent s'écrire comme ça. Bon, donc ça, c'est maintenant ce que nous allons obtenir. Bon, et puis pour obtenir ces équations, on pourra calculer l'énergie cinétique. Bon, là, on n'est pas obligé de passer par là, par les équations de Lagrange. En écrivant tout simplement le PFD, on y arrive également. Donc, ce n'est pas la peine d'écrire ça. Parce qu'il faut bien savoir que nous avons vu dans le cours qu'il y a plusieurs méthodes pour obtenir l'équation du mouvement. D'accord? Le PFD simple, d'accord? On a vu le principe d'Hamilton et même le PTV. D'accord? Mais que ce soit par n'importe laquelle de ces trois procédés, on arrive au même résultat. D'accord? Donc, nous pouvons prendre ce qui nous paraît le plus simple. Donc, maintenant, on nous demande de montrer que les équations d'équilibre peuvent se mettre sous cette forme-là. Bon, les équations d'équilibre, c'est quoi? C'est tout simplement le PFD. Nous pouvons écrire le PFD, tout simplement. Voilà. Alors, donc, si on écrit le PFD, alors, donc, c'est pour ça que j'ai dit ici les équations du mouvement. Les équations du mouvement. La première équation, c'est de dire que c'est l'équation des forces. M, la somme des forces est égale à M multiplié par gamma. Ça, c'est une équation vectorielle que nous devons projeter sur les axes du repère qu'on nous a imposé. Voilà. Donc, cela veut donc dire que si je projette sur l'axe des X, alors, cela veut donc dire que je dois faire le bilan. Qu'est-ce qu'il y a comme effort sur l'axe des X? Voilà. Alors, ça veut donc dire que M fois X, 2 points G, est égal à RT, puisque tout le monde voit qu'ici, dans la direction X, il n'y a que RT comme effort. Voilà. Donc, cela veut donc dire que ceci est égal à donc, moins KT fois ça. Puisque RT, on a donné la définition de RT, c'est encore là.
Voici encore. Bon, j'écris tout simplement. Voilà. Ça va donc faire donc ça. Voilà. Ensuite, je remplace XA par sa valeur. Hein, voici XA. XA est égal à XG plus Lθ. Donc, je remplace par sa valeur. Voilà. Donc, maintenant, on dit que je peux distribuer KT ici. Il n'y a pas de problème. Là, je peux distribuer KT. Là, il n'y a pas de problème. Et donc là, je pense que ça, c'est la première équation qu'on nous demande. Ça c'est bien la première équation qu'on nous demande. D'accord? Maintenant, la deuxième équation. Alors, la deuxième équation, bon, d'abord, un détail. Si je projette l'équation du mouvement là, sur le PFD sur Y, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir que MY2.G est égal à RV moins MG. D'accord? Donc, hein, ok. Alors, parce que si je considère que ici, dans ce schéma-ci, si je considère que, voilà, RV est égal à Y, alors voici, RV, voilà, on a dit que RV est porté par Y, d'accord? Donc, si RV est porté par Y, alors ça veut donc dire que le poids donc est dirigé en sens opposé, voilà. Et le poids, c'est ça qui est MG. Donc, c'est pour ça donc ici, je vais donc dire que, voilà, je vais donc dire qu'en projetant sur Y, voilà, je vais avoir donc ça, MY2.G, c'est RV moins MG. Ça veut donc dire que MY2.G est égal à R moins MG. OK? Ceci est égal à 0. Pourquoi est-ce que c'est égal à 0? Parce que YG est égal à 0. Pourquoi? Parce que Y est égal à une constante, égal à L. Ça veut donc dire que sa dérivée 2 fois est nulle. Voilà. Donc, ici, on peut donc déduire provisoirement que R est égal à MG. Et maintenant, l'équation du mouvement, l'équation du mouvement, c'est que I fois θ point est égal à la somme des moments. Voilà, c'est le moment de RT, le moment de RV, et puis le couple lui-même. Voilà. Alors, le moment, c'est tout simplement G fois A, puisque toutes ces deux forces-ci sont appliquées au point A. Donc, ça fait GA vectoriel RT plus RV. Tout ceci porté par Z moins KR fois TT. Puisque le couple, on nous a dit que le couple lui-même, le couple extérieur, c'est C qui est égal à moins KR θ. Alors, à partir de là, je développe simplement, voilà. GA, je l'ai, voilà. Hein, d'accord, donc ça, j'ai encore explicité la relation ici, c'est-à-dire que la somme des forces suivantes, la somme des moments suivant G, c'est égal à Iθ. Maintenant, il suffit simplement d'expliciter. Alors, GA, donc je distribue ici, ça va faire donc GA vectoriel RT, tout ça porté par Z, plus GA vectoriel RV, tout ça porté par Z, moins KR θ. Alors, GA, bon, par définition, c'est XA moins XG, voilà, et Y porté par X, YA moins YG porté par Y. Tout ceci vectoriel RT. RT, on l'a déjà, on sait que c'est KA fois XA moins X0, tout ça porté par X. Alors, quand je fais X vectoriel X, c'est combien? Ou bien finissons de développer. Alors, donc, là, je fais GA fois Z. Voilà. Ici, GA fois RT fois Z. Et ici, GA fois RV fois Z. Voilà. Alors, GA fois RV fois Z, lui, il est ici. Parce que là, ça fait ceci, GA, c'est toujours la même chose. Et ici, maintenant, je remplace donc RT par RV. Voilà. Et ensuite, maintenant, moins KRθ. Donc, maintenant, je dois développer tout ça. J'ai donc X vectoriel X. C'est combien? X vectoriel X, c'est combien? Hein? X vectoriel X, c'est combien?
C'est pas si quand même. X vectoriel X, vous ne savez pas ce que c'est. X vectoriel X est égal à 0, évidemment. D'accord? X vectoriel X est égal à 0. Donc, ça veut dire que ce terme-ci disparaît. Donc, il va me rester Y vectoriel X. Y vectoriel X est égal à quoi? Y vectoriel X est égal à quoi? Hein? Mais vous êtes sérieux là-bas ou bien vous n'avez pas fait le produit vectoriel de deux vecteurs? Merde. Ça alors, c'est très grave. Le produit vectoriel de deux vecteurs, je vous demande Y vectoriel, vous me regardez comme ça. Hein? Vous n'avez pas fait le produit vectoriel? Ah non, là, c'est pas sérieux ça. Ou bien vous le faites exprès? Hein? Ah bon, vous le faites exprès, d'accord, ok. Bon, c'est mieux. C'est mieux qu'on dise ça parce que c'est pas ça, c'est grave. Hein, bon, supposons que vous le faites exprès. Comme c'est dimanche, là, vous avez bu beaucoup de Guinness et puis, bon, ben, la voix ne sort plus, c'est ça? Voilà. Bon, sinon, il faut être plus sérieux quand même. Vous êtes dans un triangle direct et vous devez faire un produit vectoriel. Or, comment vous pouvez me faire des choses comme ça? C'est pas sérieux. On est ici. On est ici. Voilà, c'est ça. Donc, voici donc, on a dit que le repère O0, X, Y, Z est galilée. D'accord? Donc, notamment que donc, les vecteurs X, Y, Z forment un triangle direct. Chaque vecteur produit scalaire, produit vectoriel lui-même est nul. C'est évident. Bon, maintenant, alors, je fais la rotation cyclique. D'accord? Alors, donc, normalement, c'est comme ça. Donc, si je fais X, Y, j'obtiens Z. Si je prends Z, X, je prends Y. Ça tourne. Ça, non? Voilà. Mais si je vais dans l'autre sens, c'est moins. C'est ça, non? On fait comme si on n'avait jamais vu. D'accord? Ok, donc si je fais X vectoriel Y, j'obtiens Z. Si je fais Y vectoriel X, je prends moins Z. D'accord? Voilà. Ok? Si je fais YZ, j'obtiens X. Puisque c'est une rotation cyclique comme ça. Donc, vraiment, comment je pose la question là, vous faites comme si vous ne comprenez pas. Ce n'est pas sérieux. Donc, si on revient donc là, ça veut donc dire que voici l'équation que je suis en train de développer. Donc, ça, c'est le somme. Donc, je dois donc multiplier ceci par ça et l'appliquer à ça. Je dois multiplier ceci par ça et l'appliquer à ça. Donc, je prends donc ceci multiplié par ça. Ça donne donc 0. Donc, 0 fois z, évidemment, ça fait 0. Maintenant, je dois donc prendre ceci multiplié par x. Nous disons donc que c'est moins z. Et moins z, scalaire z, ça fait moins 1. Ça, non, ça, c'est un produit scalaire, par contre. D'accord? Voilà. D'accord? Y fois x, c'est moins z. Moins z scalaire z, c'est moins 1. D'accord? Puisqu'on est en repère orthonormé. Orthonormé, ça veut donc dire que la norme, c'est 1. Z fois Z, c'est 1. C'est ça? Voilà. Donc, cela veut donc dire que, qu'est-ce que je vais donc retenir? Je vais donc retenir ici que je vais donc avoir YA moins YG, c'est ce terme-ci, multiplié par tout ceci, multiplié par moins 1. Maintenant, il va donc me rester ici, je vais prendre ici surtout la même somme. X vectoriel Y, ça fait combien? Non, c'est vectoriel. Il faut faire attention. Ça, c'est le vectoriel. Ce n'est pas encore le scalaire. X vectoriel Y, c'est combien? C'est Z. Et Z scalaire Z, c'est combien? Mais non, comment ça? Z scalaire Z, c'est 1. Hein? D'accord? Ok? Hein? Voilà. D'accord? Voici X scalaire Y. Ça fait... Non. X vectoriel, pardon. X vectoriel Y, ça fait... Maintenant, Z scalaire Z, ça fait 1. Le voici.
Et maintenant, le facteur. Le facteur, c'est quoi? Le facteur, c'est XA moins XG. Le voilà fois R. Bon, maintenant, alors, Y vectoriel, Y, c'est combien? 0. Donc, ça disparaît. Et voilà, ça disparaît. Et bien maintenant, alors, moins KR fois T. Donc, maintenant, j'arrange tout ça. Donc, comme XA est égal à, YA est égal à 0, oui, puisque YA, A, c'est sur l'axe des X. D'accord? Regardez. A, c'est là. Voici A. Donc, YA, c'est bien égal à 0. C'est l'axe. Voilà. Puisque A, c'est sur l'axe des X, donc YA est égal à 0. Voilà. Voilà. Et donc, j'ai ceci. Voilà. Ensuite, j'arrange tout ça. Alors, ici, première chose, je réintroduis XG ici, à partir de XA. Ici, là, je n'ai rien changé. Ici, je n'ai rien changé. Ici, donc là, je découpe pour ceci. Celui-là va passer là. Là, celui-ci n'a rien changé. Celui-ci n'a rien changé. Donc, cela veut dire que, en fait, maintenant, si je regroupe les termes en θ, ça fait ça. Donc, là, on retrouve donc l'équation qu'on recherche. Tout le monde comprend un peu ça? Bien. Donc, voilà les deux équations. Donc, cela veut donc dire qu'ici, j'ai combien de degrés de liberté? Ce système a combien de degrés de liberté? Ce système a combien de degrés de liberté? Qu'est-ce qui définit le nombre de degrés de liberté? Le nombre d'équations. Qu'est-ce qui définit le nombre de liberté? Le nombre d'équations. Ici, j'en ai. Donc, ça veut dire que j'ai. Qui sont? Les degrés de liberté sont. Non, tu n'as pas besoin de regarder sur le cours. Regarde ici, là. Oh! Tu n'as pas besoin de regarder sur le cours. Les 2 degrés de liberté sont là. Ils sont là. C'est quoi? L'îlet, c'est XG et puis XG et puis θ. C'est-à-dire que le bâtiment peut se déplacer comme ceci en translation et puis monter. C'est ça les 2 degrés de liberté. X, c'est-à-dire la translation horizontale du centre de gravité du bâtiment. D'accord? Donc, le bâtiment peut se déplacer en translation et ensuite maintenant alors roter. Qu'est-ce qui l'empêche qu'il translate horizontalement? C'est la raideur, absolument, c'est le ressort KT. Qu'est-ce qui l'empêche qu'il rote? C'est le ressort KR. Est-ce que tout le monde comprend ça? Donc, c'est très physique, hein? D'accord? Donc, voilà, ce système-ci a 2 degrés de liberté. Et si ce système a 2 degrés de liberté, combien est-ce qu'il y aura de fréquences propres ou de pulsations propres? D'accord? Là, 2 pulsations propres, 2 fréquences propres. Tout le monde comprend ça? Bon. Vous me répétez seulement, vous ne répondez pas. Est-ce que tout le monde a compris comment on a déterminé ceci? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'on a fait quelque chose de particulier? On a seulement écrit les équations. D'accord? On a écrit le PFD en force et puis en moment. C'est tout. Maintenant, on dit, pour obtenir les équations, il aurait fallu faire ceci. Bon, peu importe. Nous, on les a obtenues sans passer par là. Peu importe. Maintenant, donc là, la première page ici est finie. Maintenant, je reviens ici, là, maintenant. Voilà. Là, maintenant, je reviens ici. Comme poursuivre. Donc, on dit que pour assurer la stabilité verticale de l'immeuble, il faut justement que KRS soit très grand par rapport au moment du poids.
D'accord? Puisque le moment du poids va tendre à faire comme ceci. Et quand elle va tendre à le ramener. Donc, si le MGL est très grand, le bâtiment va avoir tendance à tomber par très grande rotation. Alors que si quand elle est grand, alors le bâtiment va avoir tendance à être stabilisé verticalement. Hein? D'accord? Donc, pour assurer la stabilité verticale de l'immeuble, il faut que KR soit très grand par rapport à MGL. Ça, c'est le moment du point. Tout simplement. Alors, on pourra alors négliger MGL devant les équations. Pour cela, on pose que alpha carré est égal à ça, oméga t carré est égal à ça, oméga r carré est égal à ça, lambda est égal au rapport de oméga, x est égal à x moins x0 et u est égal à mg. Donc, c'est qu'on fait des changements de variables. Maintenant, on demande de réécrire les équations en fonction de x et u. Bon, ça, c'est pas compliqué. Il faut seulement partir des équations. On fait ce changement de variable. Ce n'est pas quelque chose. Et en fonction de alpha, oméga t, lambda x0. Ça, donc, pour cela, là, on fait juste les transformations, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Hein. Le plus difficile, c'est de trouver ces équations. Ensuite, maintenant, alors, si on fait ces petites transformations, voilà. Donc, c'est pour ça qu'à partir d'ici, voilà, à partir d'ici, voilà les deux équations qu'on a. Je pose que x est égal à xg moins x0, u est égal à Lθ. MGL est négligé, donc je mets égal à 0. X point, c'est donc ça, et U point égal à ça. Donc, ça veut donc dire que je vais donc avoir ceci. OK? Voilà. Ça va donc dire que je vais avoir ceci. Voilà. Donc, pour la première équation. Pour la deuxième équation, c'est ça. Bon. Et il suffit juste d'introduire les changements de variables. Là. Bon, je pense que ça, ce n'est pas compliqué. OK? Ça, c'est pas compliqué. Bon, maintenant, si on tient compte de ceci, on a donc, voilà, ok, on a donc ça, voilà. Donc ça, pour ces deux équations, si vraiment ce n'est pas quelque chose de compliqué. Il faut seulement réécrire les deux équations du mouvement en tenant compte de ce changement de variable là. Donc il n'y a pas vraiment quelque chose de compliqué. Par contre, maintenant, la troisième, la prochaine question, c'est ça qui est la plus importante, peut-être de ce problème. Parce qu'après, il nous demande quoi? Après, il nous demande calculer alors les pulsations propres, oméga 1 et oméga 2 du système. Puisqu'il y a 2 degrés de liberté, il doit avoir donc 2 fréquences. Hein? Question? Non, continue. Okay. Hein? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a fait jusque-là? Il y a des questions? Bon, ok. Alors, donc maintenant on nous demande les fréquences propres. Alors, les fréquences propres. Donc là maintenant nous avons donc exprimé les deux équations en fonction de U et θ. Voilà. Nous avons exprimé les équations en fonction de U et θ. Là. Bien. Alors, donc, si j'ai ces équations-ci, voilà, en fonction de U et θ, voilà, donc ça veut dire que, ok, voici la première équation, voilà la deuxième équation. Donc, voici le couplage, d'accord? X, c'est la première, le premier degré de liberté. U, c'est le deuxième degré de liberté. Et ici, pareil. Voilà. Donc, ici, pour rechercher les fréquences propres, je pose que X, par exemple, c'est un grand X exponentiel I oméga t. U, c'est un grand X exponentiel J oméga t.
À ce moment-là, ça me permet d'écrire x point égale à 100, x2 point est égal à 100 et u2 point est égal à 100. Que j'introduis ici, dans cette équation. Voilà. Ça me permet d'écrire ça. Voilà. OK. Voilà. Oui. Alors, voici ça là. C'est l'équation avec un second membre. Voilà, le second membre. D'accord? Donc, pour les fréquences propres, évidemment, je dois prendre la partie homogène. D'accord? Je vais prendre la partie homogène. Donc, cela veut donc dire qu'il faudrait que je calcule donc le déterminant ci et je dise que ce déterminant-là est égal à 0. Hein? Ce qui est la solution non triviale. La solution non triviale. Alors, donc, le déterminant. Remarquez que ici, voici mes deux variables qui sont x et u. X et u. Donc, ça veut donc dire que le déterminant, c'est ça. Ceci, ça. D'accord? Voilà. Donc, là où le déterminant est nul, voilà. Ici, la variable, c'est oméga, évidemment. La variable ici, c'est oméga. D'accord? La variable, c'est oméga. OK? Puisque oméga t, c'est une constante que nous avons fixée déjà. Donc, il faut donc développer ça et voir là où ça s'annule. On trouve que le discriminant est égal à ça. Ça veut donc dire oméga 1 au carré, puisque ceci-là, en réalité, est en oméga 4. Donc, oméga 1 au carré est égal à moins b, ça, sur un plus ou moins racine de discriminant. Plus ou moins racine de discriminant, sur 2 ça. 2 ça. Ça va faire donc ça. Donc, voilà les deux pulsations propres. Oméga 1 au carré ou oméga 2 au carré du bâtiment. Et maintenant, on nous pose la question de savoir. OK? On nous pose la question de savoir. Donc là, je crois que je serai déjà 4. Non, là, j'ai fini ici. Oui, là, j'ai fini ici. Donc là, je vais déjà être à 4,1. Alors, 4,1, il est où? Il est là. Voilà. Alors, la prochaine question, c'est que quoi? Alors, la prochaine question, c'est que voilà, donc nous avons trouvé les fréquences propres. Maintenant, il dit étudier donc le comportement de oméga 1 et oméga 2 pour alpha fixé. Lorsque lambda tend vers 0, lorsque lambda tend vers infini, et donner l'allure des courbes oméga 1 comme une fonction de lambda et oméga 2 comme une fonction de lambda. On déduit que quand lambda est très grand, le système se comporte comme un système à un seul degré de liberté. Alors ça, c'est ça. Donc, quand je suis donc ici, donc j'ai trouvé lambda 1 et lambda 2, oméga 1 et oméga 2 en fonction de lambda. Voilà, les voilà. Voici oméga 1 au carré, oméga 2 au carré. Si lambda tend vers 0, donc, oméga 1 au carré tend vers ça. Et oméga 2 au carré tend vers ça. Alors maintenant, on essaie de tracer ces deux courbes-là. Voilà. Voici oméga 1. Voilà. Et voici oméga 2. Voilà. Donc, voici tout ça là est fonction de lambda. C'est fonction de lambda. Donc, ces deux équations-là sont paramétrées par lambda. Voilà. Donc, ouais, donc ici, voilà. Quand voici W1 qui part de cette valeur et qui monte comme ça. Tandis que W2 part de cette valeur et part comme ça. Donc, si lambda tend vers l'infini, tout se passe comme s'il existait une seule valeur propre. C'est-à-dire, le système est à un seul degré de liberté. Voilà, ok, regardez ici. Si je prends lambda très très grand, regarde, si je prends lambda très grand, regardez, les axes que j'ai tracés ici là en interrompu. D'accord? On ne voit plus ceci. D'accord? Quand lambda est très grand, d'accord, on ne voit plus ceci. On ne voit plus que ça. Voilà. Et à ce moment-là, si je ne vois plus que ça, ben, ça veut donc dire que tout se passe comme si j'avais un seul degré de liberté, puisque j'ai une seule fréquence propre. Voilà. OK? Voilà. Bon. Donc ça, c'est quand même des problèmes assez intéressants qui vous montrent comment est-ce que
on traite, on peut ramener des problèmes complexes de vibration sur un bâtiment. Et essayer quand même d'analyser pour voir qu'est-ce qu'on appelle donc équation du mouvement pour ce problème, quels sont les degrés de liberté, comment est-ce que physiquement ça se comporte, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, je ne vais pas aller plus loin parce que bon, après, même déjà ceci-là, c'est sûr que vous ne comprenez plus grand-chose. Mais bon, ça vous montre quand même comment est-ce que physiquement on peut interpréter les équations du séisme sur un bâtiment, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ceci termine donc ce que j'avais à vous montrer sur le cours de vibration pour ce niveau-là. Et donc, comme prévu, nous allons donc faire un CC vendredi à 16h. Cette question, je considère que ce cours-là est terminé. Monsieur, pour les TD en présentiel, monsieur. Les TD en présentiel, monsieur. Les TD en présentiel, bon, si vous voulez, je vous envoie des TD et puis je vais vous envoyer des assistants pour vous faire ça. Il n'y a pas de problème. Oui, monsieur, il n'y a pas de souci, monsieur. On veut les TD, monsieur. Voilà. En disant que dans la semaine, j'envoie quelques TD et puis je vous envoie des assistants. Allô? Voilà. Allô? Allô? Voilà. Ici, on est déjà en présentiel. Même là-bas, ils sont déjà en présentiel alors. S'il n'y a pas d'autres questions, ce cours est considéré comme terminé. Et donc, rendez-vous vendredi pour le CC. À 16h. Nous proposons la semaine prochaine. Je ne vous demande pas, monsieur. Je dis que le CC, c'est vendredi à 16h. Ce n'est pas une question de négociation. On n'est pas au Parlement ici. Taisez-vous. Voilà. Quand il faut lire les cours, vous ne lisez pas. Après, dès qu'on annonce le CC, tout le monde commence à trembler. Hein? Je dis que le CC, c'est vendredi à 16h. C'est 2 heures de temps, sans document. Voilà.